Guerre commerciale, chute des indices, explosion des valeurs de la défense. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette semaine, mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça n'était pas animé. On assiste à un vrai retournement actuellement sur les marchés et beaucoup d'investisseurs sont en train de paniquer. Donc d'ailleurs, je vous pose la question ce matin, est-ce que vous êtes en train de vous inquiéter ou d'en profiter? N'hésitez pas à me dire en commentaire, dites-moi un petit peu ce que vous pensez actuellement de l'économie de manière globale, de la situation et ce que vous essayez de faire sur vos graphiques, ça m'intéresse. Dans cette émission, en tout cas, je vais essayer de vous faire un récap global des informations les plus importantes à retenir sur toute la semaine. On va voir les différents graphiques, ce qui s'est passé et bien évidemment essayer de commencer à préparer tranquillement notre semaine qui arrive. Ne tardons pas plus, voyons ce qui s'est passé du côté de l'actualité. Simplement deux choses avant de démarrer, je dirais même trois. La première déjà, merci de visionner mes vidéos et remercie à tous ceux qui mettent des likes systématiquement. Je passe plusieurs heures à faire ce travail, une demi-seconde prise pour montrer à l'algorithme que le travail plaît, ben c'est toujours apprécié. Et si vous découvrez la chaîne, ben n'hésitez pas à vous abonner. Je publie des vidéos ultra régulièrement, j'ai publié en 60 jours 50 vidéos, donc vous voyez, il y a de quoi faire si ça vous intéresse. Et bien évidemment, merci encore à tous ceux qui likeront. Deuxièmement, pour m'inspirer bien évidemment et faire ces vidéos, je m'appuie sur des articles de qualité. Et donc je tenais à remercier bien évidemment les sites et les sources sur lesquelles je me suis appuyé pour faire cette vidéo. Et pour celle-ci, eh bien, je me suis appuyé sur, je les ai notés, AGFI, Zone Bourse, Reuters, Saxo Bank, Investing.com et XTB. Oui, je me suis donné du mal, je suis allé fouiller, mais je trouve ça important. Et d'ailleurs, si vous souhaitez retrouver de manière peut-être plus écrite cette présentation, eh bien sachez qu'elle est disponible dans mon canal Telegram. Vous avez le lien en description. Le canal est bien évidemment totalement gratuit. Cette présentation vous est également offerte. Il n'y a rien de payant, il y a tout qui est en description si vous souhaitez revenir dessus et prendre le temps de la relire. Voilà ce qu'il en est. De ce côté-là, on démarre tout de suite donc avec l'actualité du côté de l'Europe. On parlera des États-Unis juste après. Et c'était animé cette semaine du côté de l'Europe, puisqu'on avait déjà la BCE qui prenait, enfin surtout Christine Lagarde, qui a annoncé donc la prise de décision de la BCE concernant les taux, et celle-ci donc a abaissé son taux de dépôt de 25 points de base à 2,5, ce qui marque une nouvelle détente monétaire. On est vraiment dans ce contexte, contrairement aux États-Unis, dans une prolongation de la baisse des taux. Et Christine Lagarde a quand même surpris puisqu'elle a adopté un ton un peu plus prudent à d'habitude, laissant planer le doute sur d'éventuelles baisses supplémentaires cette année. Alors pourquoi? Aussi parce qu'en partie, vous l'avez peut-être vu, mais l'Allemagne a débloqué 500 milliards d'euros avec Berlin qui a annoncé un plan d'investissement donc massif. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour moderniser ses infrastructures. Et là aussi, ça marque un tournant dans la politique budgétaire. Donc on voit bien qu'il y a quand même un monde qui est en train de bouger, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et on a vraiment des politiques qui sont en train de mettre le curseur de manière différente par rapport à ce qui a été fait encore ces derniers mois et dernières années. Et cette annonce, elle a dopé notamment l'euro. Je ne sais pas si vous avez surveillé un petit peu l'euro-dollar. Alors clairement, l'euro a explosé un niveau de résistance qui tenait depuis un petit moment, ce qui a déclenché également aussi une forte hausse des taux allemands, ce qui témoigne malgré tout et renforce sur des potentielles anticipations inflationnistes, donc prudence de ce côté-là. Aux États-Unis, les graphiques ont énormément chuté, on va le voir dans un instant, et c'est expliqué par plusieurs facteurs. Le premier que j'ai noté, c'est l'emploi américain qui est en train de ralentir. Alors attention, encore une fois, toute proportion gardée. On a des chiffres de l'emploi qui ont été publiés vendredi qui ont montré une création moins importante que les attentes, à savoir 151 000 sur le mois de février. Pour ce qui est du taux de chômage, il est en légère hausse, ça reste léger, 4,1%. J'ai déjà regardé avec vous plein de fois le graphique du chômage, on est sur des niveaux historiques relativement bas malgré tout, même si effectivement ça repart très légèrement. Ce qui inquiète ici, plus que le fait qu'on soit sur un niveau bas historique ou autre, c'est qu'il y a un potentiel signal de ralentissement économique et forcément avec la situation dans laquelle nous sommes actuellement, ça crée encore un peu plus de tension et donc ça appuie sur des baisses ou en tout cas des prises de profit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plus significatives. Deuxièmement, il y a des tensions commerciales qui sont attisées par Donald Trump. Celui-ci, vous l'avez vu, a passé sa semaine, voire ces derniers jours, à faire la pluie et le beau temps puisqu'il a annoncé de nouveaux droits de douane à hauteur de 25% sur certaines importations du Canada, du Mexique, de la Chine. Et il a malgré tout accordé un sursis sur les véhicules nord-américain. Je me méfie beaucoup de ce qu'il dit. On est vraiment dans une sorte de négociation commerciale à distance un petit peu surprenante. Alors, ça peut être bien, pas bien, peu importe. Je ne suis pas là pour juger de ça. Ce qui est sûr, c'est que ça ne donne pas de visibilité et ça tend les marchés, ce qui explique en partie les baisses. Également, du côté des États-Unis, on a la Fed qui est sous pression
pour baisser ces taux, puisqu'on a des signes de ralentissement économique, hein. Il n'y a pas que les marchés de l'emploi. Et le problème, c'est qu'aussi, à côté de ça, on a une inflation qui baisse pas vraiment, hein, du côté des États-Unis suite aux dernières publications. Je crois que c'était la semaine dernière ou il y a même 2 semaines. Et les investisseurs, eux, misent de plus en plus sur une baisse des taux à partir du mois de juin. Malgré tout, on a eu quelques discours, je pense notamment à Monsieur Waller, qui nous a laissé entendre une certaine prudence à avoir en indiquant qu'ils attendaient d'autres indicateurs avant de confirmer l'hypothèse de baisse des taux. On a également donc la guerre commerciale, on l'a dit, avec l'épée de Damoclès de Trump, puisque c'est pas fini, hein, bien évidemment. Maintenant, il y a des taxes sur l'automobile, l'augmentation des droits de douane sur certaines importations chinoises qui continuent donc de mettre pas mal de tensions dans l'ensemble. Et surtout, ce qui a à retenir ici, je trouve, c'est que cette incertitude, elle pèse sur les marchés américains, mais notamment sur le secteur manufacturier et tout ce qui est valeur exportatrice. Le secteur manufacturier, pourquoi? Tout simplement parce que vous avez des entreprises américaines qui se fournissent aujourd'hui pour tout simplement produire au niveau du Mexique, au niveau de la Chine, au niveau du Canada. Et donc forcément, s'il y a des taxes qui augmentent, ça augmente leurs charges. Et donc comment intégrer ces frais-là, en tout cas cela dans son business model. Donc il y a des vrais enjeux, hein, derrière. C'est pas seulement de se dire on va consommer américain, c'est qu'il y a aussi des entreprises américaines qui sont impactées par ces décisions et pas forcément toujours de manière positive. Et puis bien évidemment les valeurs exportatrices. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a fort à parier qu'il y ait des contre-attaques, hein. C'est pas j'augmente les douanes d'un côté et puis de l'autre côté je fais rien. Donc je suis prêt à parier, et déjà ça commence à être fait, que la Chine, le Canada, le Mexique et peut-être l'Europe prochainement vont également agir pour se protéger. Donc tout ça nous met dans un contexte un petit peu particulier. Je vous propose qu'on regarde les graphiques parce qu'on n'a pas eu tout à fait la même semaine, d'ailleurs ça fait plusieurs fois que c'est le cas, entre l'Europe et les États-Unis. Un petit peu de manière exceptionnelle, je vais pas me mettre sur les prix futurs, je vais vraiment me mettre sur les indices, hein. Regardez un petit peu l'indice qui donne. Et sur le DAX, vous voyez, on est donc toujours au-dessus des 23 000. On a continué à faire une séance haussière. Alors certes, sur la semaine, c'était haussier. On a quand même eu un petit décrochage, hein, vendredi. On a eu une correction assez marquée. Malgré tout, on est quand même sur un gros niveau de support qui tient ici, hein, sur la zone des grosses mailles 22 270, 22 300, hein, toute cette zone un petit peu de support. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, pour moi, reste dans des tendances de fond qui sont haussières. Alors certes, avec des mouvements intraday, hein, qui peuvent corriger évidemment, mais on voit bien que le DAX est quand même très orienté à la hausse. Ici, je suis sur une représentation 4 heures. Difficile de dire autre chose que c'est haussier, avec un niveau un petit peu plus court terme, hein, cette ancienne ATH qu'on avait, qui a été retestée d'ailleurs sur la journée de vendredi, et qui pour le moment tient. Donc on a envie de continuer de chercher plutôt, hein, des configurations acheteuses. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez découvrir mes plans et mes analyses plus approfondies, je fais une émission tous les lundis matins qui est réservée aux membres de mon Capital 100K, et je vous ai mis un lien en description si vous souhaitez rejoindre uniquement ce live. Vous pouvez tout à fait nous rejoindre, c'est un abonnement sans engagement. Vous pouvez rejoindre et vous désinscrire quand vous le souhaitez pour tout simplement apprendre à voir comment je fais des plans détaillés, quelles sont les positions également que je prends. Alors attention, c'est pas un canal de signaux de trading, hein, loin de là, c'est exclusivement mes analyses, les actifs que je conseille de trader, où est-ce que j'essaierai de les chercher, puisqu'évidemment, il n'y a pas forcément un signal à 8h30 le matin. Et sachez que si vous dites, ah mais moi je suis pas disponible à 8h le matin parce que j'emmène mes enfants à l'école ou parce que je vais au travail, ce qui est, je vous le dis, un 95% des situations des personnes que j'accompagne, bien sûr, il y a accès au replay, et ce replay, il est totalement consommable un petit peu plus tard, à midi, à 18h, à 22h, voire même le mardi matin, puisque l'idée, c'est d'identifier des gros plans, et souvent le lundi, c'est pas la journée où ça bouge le plus, donc vous avez largement le temps de vous appuyer là-dessus, et ça peut vraiment être un gain pour vous aider à mieux comprendre comment analyser les marchés. Donc si ça vous dit, vous avez le lien en description. En tout cas, je reste acheteur sur le DAX. On passe au CAC 40 qui lui est également assez haussier. On voit combien buté, hein, sur l'ancienne ATH, sur l'indice du CAC. On est vraiment sur les derniers points hauts ici, et on a fait un petit retour peut-être progressif vers la zone des 8000 qui avait pas mal tenu. D'ailleurs, c'est celle qui avait permis de rebondir mardi. Pour l'instant, on est vraiment dans une phase de consolidation, hein, on le voit bien sur ce graphique daily, où on est en train de congestionner, hein, sous cette zone ici, et on a un 8000, on va dire 8000, 8250, dans lequel pour l'instant, on fait le ping-pong depuis la mi-février. Pour ma part, je reste haussier, et bien évidemment, ça serait appréciable de voir le CAC continuer. D'ailleurs, j'aimerais savoir si vous le voyez plutôt casser cette résistance, ou vous attendez à ce qu'il corrige, et finalement, l'impulsion qui a été menée depuis la fin d'année 2024, est juste un mirage, et que si les États-Unis corrigent, le CAC ne peut pas se débrouiller tout seul. Ça me ferait plaisir d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me le partager bien évidemment en commentaire. Du côté des États-Unis et donc du King of the King, le SP500, ça commence à sentir pas très bon. On voit que le niveau, on l'a quand même enfoncé. Cette bougie tente de rattraper définitivement j'ai envie de dire dernière tentative
pour tenir ce gros niveau hein, ici sur les 5575. Et si on n'arrivera pas à le confirmer et que lundi ça commence à partir à la baisse, là vraiment il faudra envisager d'arrêter les achats pour ceux qui sont comme moi toujours avec un biais plutôt acheteur. Je reste assez convaincu que ça reste du bruit de marché. Maintenant, si le bruit de marché et la crainte et les incertitudes et surtout que ça commence à vraiment se dégrader, il ne faut pas juste se dire je pense que ça ne va pas durer. C'est le pire moyen de perdre de l'argent ou en tout cas le meilleur moyen d'en perdre et de jamais ou en tout cas refuser de voir ce qui se passe. Donc là, clairement, c'est déjà limite. Hein. On pourrait, d'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont en train de vendre hein, depuis quelques temps. Pour ma part, j'attends encore une dernière confirmation puisqu'on a aussi ce petit niveau, hein, j'en ai parlé sur les indices futurs, grosse maille c'est à peu près les mêmes niveaux, mais sur le niveau des 5700, si vraiment on lâche ça, ça veut dire que le double top ici est confirmé, qu'on a un vrai retournement de structure et il n'y a plus de quoi chercher, je parle bien en trading, hein, attention je dissocie toujours le trading de l'investissement, mais il n'y a plus de quoi être à l'achat, donc je vous partagerai lundi mes opportunités et mes plans que je vais chercher à faire et quelles sont les zones que je vais vider, mais honnêtement soyez extrêmement prudents, n'hésitez pas à laisser passer un petit peu le bruit de marché actuellement, puisqu'on reste quand même dans un point de vue weekly haussier, quoique, il ne faut vraiment pas lâcher ce niveau-là. C'est vraiment border de chez border, c'est un peu le niveau clé à pas lâcher hein, finalement. Et en fonction de ce qui se passe, soit ça lâche, bon, on pourra repartir en trading sur des ventes, soit ça tient et ça repart et on envisagera plutôt les achats. Pour faire relativement simple, le trading, je rappelle, le but c'est pas d'essayer de trader tous les jours, c'est d'essayer d'avoir une direction dans laquelle on peut aller et donc je serais plutôt fan d'attendre une vraie direction pour essayer de maximiser bien évidemment mes chances de réussite. Concernant le Nasdaq, cette fois-ci on est exactement dans la même configuration. À la seule différence que pour moi, on a cassé les niveaux et on a bien eu un pullback. On se posait la question mercredi, est-ce que c'est juste un excès ou ça semble lâcher? En tout cas, du côté du Nasdaq, pour l'instant, clairement, ça a lâché. La zone de distribution ici, si vous pouvez la voir ici, certains vont rappeler ça de phase de consolidation. En tout cas, elle ne consolide plus, elle lâche, elle corrige. Bien évidemment hein, qu'on peut piéger les vendeurs et repartir très vite, surtout avec Donald Trump. Mais pour l'instant, il faut faire un constat de ce qu'on a, il faut suivre ces graphiques. Manipulation ou pas manipulation, pour le moment, on est baissier. Désormais sur le Nasdaq, pour moi, on n'est plus du tout dans un contexte haussier. Les marchés chutent assez lourdement et on voit que les grosses valeurs tech qui portaient les marchés n'ont plus ce poids désormais. Et donc, attention, soyez extrêmement vigilants. Concernant le Dow Jones, également plus ou moins la même configuration. On y est. La seule chose, c'est qu'on est moins exposé à des valeurs, j'ai envie de dire, qui sont associées directement à la dynamique. On est plus sur des valeurs défensives qui sont un peu moins liées au cycle ou en tout cas aux événements que l'on a actuellement. Et donc, on n'a pas encore ce retournement de tendance et on voit qu'il résiste d'ailleurs beaucoup mieux. On a certes le milieu de range ici qui n'a pas réussi à tenir, hein, si j'en conçois le range ici sur la borne des 41 800 sur le bas et 45 000 sur le haut. On voit que ça aussi, il y a eu pas mal d'hésitations, ça a lâché puisque forcément, hein, il y a peu de chances que le Dow Jones explose à la hausse quand les marchés américains globalement sont pas bons, mais on voit qu'il résiste un petit peu mieux parce que les valeurs qui le composent résistent mieux à ces phases de marché sur lesquelles ça peut être compliqué. Donc voilà un petit peu pour l'overview, bien évidemment plutôt essayer pour ma part d'essayer de trouver des achats, je vous expliquerai ça plus en détail lundi. Passons désormais à de l'actualité un peu plus spécifique sur certaines actions que j'ai identifiées. On parle d'abord de quelques valeurs européennes et ensuite de valeurs américaines. Du côté de Vivendi, on a repris des couleurs suite à des publications de résultats depuis sa transformation que vous n'avez probablement pas loupé et l'action a progressé de plus 3,9% après la publication de son actif net réévalué. Je sais que c'est une entreprise qui plaît, hein, Vivendi, c'est une grosse société du côté de la France et c'est le signe quand même d'une restructuration réussie autour d'Universal Music et de ses médias. Et ça, c'est assez intéressant, notamment pour faire le contrepoids avec Atos qui, lui, la restructuration ne fonctionne pas vraiment et on a encore des chutes massives qui ont eu lieu cette semaine avec l'annonce notamment d'un regroupement d'actions destiné à réduire sa volatilité. C'est un peu sauf qui peut cette action, franchement, je vous invite à absolument pas à la détenir. On va aller juste regarder les graphiques avant de parler bien évidemment du boom du secteur de la défense qui a animé nos marchés. On n'est pas du tout hein, dans le même contexte, on a une action qui est très haussière, on a réussi, vous le voyez sur cette grosse phase, je vous en parle souvent dans mes lives quand on parle des actions, de trouver des grosses phases d'accumulation, regardez si c'est pas beau, sorti. Alors, il ne manquerait plus qu'il y ait eu le volume à l'époque avec, ça serait idéal. Et effectivement, on en avait. Gros volume ici, acheteur pour casser. Hein, on voit bien hausse des volumes à ce niveau-là. Donc ça, c'est intéressant. On voit que ça chute, ça chute. Donc là, on voit bien la panique qui augmente. Et finalement, eh bien, après la bonne nouvelle, restructuration. Et ça repart de plus belle. Et on est désormais dans un contexte haussier où on est en train, eh bien, tout simplement, d'aller chercher des choses intéressantes puisqu'on est désormais de nouveau sur un énorme niveau. Mais comprenez bien que si on sort de tout cela, bon, moi, ça en fait clairement une opportunité, non pas dans laquelle j'investirais
particulièrement parce que je ne suis pas convaincu que les fondamentaux correspondent totalement à ce que je recherche. Mais d'un point de vue opportunité de trading, l'avantage, c'est que vous voyez, il y a très peu de résistance. Et potentiellement, la résistance que j'observe sur Vivendi, bah, ça pourrait être ici. Et donc, ça laisse un potentiel aussi absolument énorme. Peut-être pas un x2, quoique on n'en est pas très loin. Ouais, on n'est pas très loin d'un x2, 89-90% de hausse. Voilà, en tout cas, des choses d'un point de vue technique, encore une fois, j'entends bien, parce qu'on pourrait très bien aussi identifier la zone un peu plus courte là, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, ces grosses phases d'accumulation, c'est des choses que j'apprécie énormément d'un point de vue technique. Si on regarde maintenant Atos, alors c'est toujours un graphique qui est un peu compliqué, parce que vu qu'il y a eu des restructurations de prix, ça fait un peu n'importe quoi. L'action est plus vraiment à ce prix-là, enfin c'est très compliqué, mais juste, en fait, on s'en fiche un peu de l'analyse technique. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt de vous parler du fait d'éviter d'acheter ce genre de titre qui fait que baisser et où on se dit on va essayer de faire un coup. Encore une fois, vous allez faire quoi? Vous avez un portefeuille, je dis n'importe quoi, de 10 000 euros. Vous allez vous dire allez, je tente un truc, mais comme ça pue quand même, c'est pas bon, je vais mettre peut-être que 100 euros. Bon, super. Si vous avez ce 100 euros qui arrive à faire x2 ou x3, bah, vous allez faire très bien 200 euros ou 300 euros de bénéfice. Ok, le risque par rapport au reward, il est vraiment trop important, donc il y a peu de chances que vous fassiez ces 200%. Par contre, si vous allez sur une belle action, quelque chose de qualité, où il y a des fortes chances, encore une fois, il n'y a pas 100% de chance, mais vous allez sur des belles actions, vous investissez 1000 euros parce que vous avez beaucoup plus conscience sur les fondamentaux, bah pour faire exactement la même performance que vous souhaitez faire avec quelque chose qui a énormément de risques et vous n'allez pas mettre beaucoup parce que vous n'y croyez pas, bah il vous suffit de faire 20 à 30%. Et sur une année ou 2 années, c'est des choses que l'on voit sur les bons titres. Donc, encore une fois, n'essayez pas, en tout cas pour moi, d'attraper les sociétés qui sont complètement pétées la gueule, dont les fondamentaux ne sont plus bons, hein, j'insiste, dont les fondamentaux ne sont plus bons, parce qu'il y a des entreprises, et s'il y a des cracks plus prononcés, qui vont énormément corriger, les fondamentaux resteront bons, il va y avoir des panic sell, donc il va y avoir des vraies opportunités, mais sachez identifier et distinguer les opportunités moyennes des bonnes opportunités. Pour cela, vous avez notamment Investing Pro, que je vous mets un petit lien là-haut si ça peut vous aider pour repérer justement les actions avec des forts potentiels de revalorisation. C'est un outil qui est absolument génial, j'en ai fait tout un tuto, donc si ça vous dit, je vous invite à aller le voir. Également en Europe, au niveau des actions, on a eu les tensions géopolitiques et les annonces de hausse de budget qui ont profité à certaines entreprises, et c'est notamment ce qui porte actuellement les indices, avec des actions comme Rheinmetals, BAE Systems, Leonardo, j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo que j'ai sortie hier, je crois, sur les 5 pépites que je vous ai trouvées. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément les acheter maintenant, parce qu'effectivement, certaines d'entre elles ont explosé. Il y en a encore une ou deux, je trouve, où il y a du potentiel. Je vous laisse aller découvrir. Le plus important, c'est de les identifier maintenant pour pouvoir les mettre dans des watchlists. Et si ça corrige d'ici, je sais pas, 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an, bah au moins là, dans les watchlists, il y a des bons fondamentaux sur celle-ci et ça permettra de rentrer en toute confiance. Les actions dans lesquelles on souhaite rentrer, en tout cas, je vous invite pas à trouver une action et l'acheter directement. Ça peut arriver dans de très rares cas, mais généralement, c'est des actions qu'on surveille depuis longtemps, qu'on a dans une watchlist, dans une liste de surveillance, et quand il y a des opportunités, ben on peut rentrer dans celle-ci. Bien évidemment, je parle plutôt pour les entreprises sur lesquelles on n'a pas envie de les acheter trop cher, ou alors pour des entreprises, bien évidemment, sur lesquelles on joue un coup. Celles où on est convaincu et qu'on a envie d'en détenir le plus possible. Moi, je ne suis pas un grand fan de DCA, mais effectivement, j'ai envie de dire, peu importe le timing, si vous estimez que les fondamentaux sont bons par rapport aussi à sa valorisation, vous pouvez bien évidemment rentrer un petit peu quand vous voulez. En tout cas, du côté des valeurs de la défense, ça se porte très bien et c'est ce qui permet aussi à l'Europe, je trouve, de s'en sortir pas mal actuellement. D'ailleurs, demain, je vous sors une vidéo sur les ETF. J'ai trouvé 3 bons petits ETF si vous voulez plutôt vous diversifier que de faire du stock picking. Si vous n'avez pas envie de dire, bah mince, laquelle il faut que je choisisse et que vous voulez lisser un peu plus le risque, alors vous lisserez la performance également. Mais en tout cas, il y a 3 bons petits ETF que je vous ai préparés et concoctés. Ça sort demain sur les coups de 18h de dimanche. Donc n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo. On repart du côté cette fois-ci de l'actualité au niveau des États-Unis avec une grosse fusion qui s'est faite. Les amateurs d'entreprises de logiciels industriels ont suivi ça évidemment puisque le géant des logiciels Synopsys a annoncé le rachat d'Antis pour 34 milliards de dollars, ce qui marque l'une des plus grosses opérations du secteur. Également, en continuant en parlant d'un petit peu de fusion et d'acquisition, on a eu Mars qui a racheté Kellanova. Kellanova, c'est Pringles derrière et ça permet tout simplement d'avoir une certaine consolidation de l'entreprise dans le secteur agroalimentaire et bien évidemment c'est des choses à ne pas manquer quand on est intéressé par ce type d'opportunités. Je vous laisse voir de votre côté les opportunités que vous pouvez en tirer. Également du côté de la crypto-action, on parle des cryptos juste après en détail, mais là je veux seulement parler de Coinbase qui a bien évidemment profité d'une actualité sur laquelle on va légèrement revenir, c'est la réserve stratégique de Bitcoin.
par Trump, hein, qui a été annoncé, et ça a fait bondir l'action de manière assez significative. D'ailleurs, je vous propose qu'on aille voir son graphique tout de suite, et Coinbase, hop là, je vais juste me mettre bien. On a eu donc une belle zone d'accumulation, hein, ce que je vous parlais tout à l'heure, des zones d'accumulation qui finissent par sortir. On a eu une nouvelle phase de consolidation qui s'est mise en place, et on corrige un petit peu forcément avec les crypto-monnaies. Au niveau des entrées ou de zones techniques intéressantes, je pense qu'il y a tout ce niveau-là, entre les 148 et 180, pour ceux qui souhaiteraient commencer à créer une ligne sur cette entreprise parce qu'elle pourrait correspondre à vos fondamentaux. Je pense que c'est des niveaux intéressants, et bien évidemment, en cas de correction plus profonde, je viserai plutôt la zone des 100 à 110 qui m'apparaît être pertinent. On en parlait du côté de la crypto-monnaie, eh ben on a eu un vrai ascenseur émotionnel. Bon, comme souvent, vous allez me dire sur la crypto-monnaie, puisqu'on a Bitcoin qui a d'abord bondi en début de semaine, qui a plutôt réagi de plus de 20%, ce qui avait permis de récupérer les 90 000, puis finalement c'était notamment lié à l'annonce de Donald Trump sur la création de la réserve stratégique avec le Bitcoin, mais pas que, hein. Il y avait l'Ethereum, XRP, Solana, Cardano. Et puis on a eu un enthousiasme qui est vite retombé, hein, après les publications des détails du plan, puisque finalement c'était moins important que prévu. Donc là on a vraiment des ping-pong assez incroyables qui se font. Du coup on a rechuté. Les altcoins ont également perdu une grosse partie de leurs gains. On a vraiment vu des choses incroyables, hein. Je crois que le Cardano est monté jusqu'à plus 70% pour en reperdre, j'ai plus le chiffre en tête, mais quelque chose d'assez énorme. Moi j'en ai en portefeuille, donc c'est vrai que quand j'ai vu la hausse, bon, encore une fois, ça veut tout et rien dire, hein, bien évidemment, plus 70% sur une journée. L'important c'est qu'est-ce que ça fait sur plusieurs mois, parce que si c'est pour faire plus 70 et le lendemain moins 100%, bah ça n'a pas, enfin moins 90 en tout cas, ça n'a pas de grand intérêt. Donc on essaye de voir ça sur le long terme. Ce qui est sûr, c'est que l'adoption institutionnelle continue de croître malgré tout. Je mets tout de même une réserve là-dessus, c'est que bon, Donald Trump, certes, il y a peut-être une adoption institutionnelle, va falloir quand même réguler un peu la chose et arrêter de faire la pluie et le beau temps avec des annonces, parce que forcément, les institutionnels ont aussi envie d'avoir quelque chose, je pense, de lisible, un minimum de visibilité, même si bien évidemment, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, quelque chose d'un peu plus stable, parce que si ça continue à être aussi volatile, c'est bien évidemment très compliqué. Donc, à voir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des entrées solides avec les ETF Bitcoin notamment, et une accumulation continue de ces Bitcoins, notamment par des entreprises qui ont été annoncées du côté de MicroStrategy. Si on fait le point du côté du Bitcoin, on voit qu'effectivement, le niveau à ne pas lâcher est en cours de lâcher. On est actuellement, là où j'enregistre cette vidéo, à 86 000. Donc on voit effectivement, hein, on va aller se mettre en daily pour voir un petit peu la réaction haussière qu'on avait eu. On était quand même tombé assez bas, on avait piqué à 78 000. Pour revenir, comme je vous le disais, je vous ai dit 91 000, on est même remonté jusqu'à 94 pour finalement relâcher. Et là, c'est pareil, hein, c'est un peu comme le Nasdaq. Pour moi, ça pue. Ça pue. Je parle techniquement. Encore une fois, la technique, ça fait pas tout, mais techniquement, j'achèterai pas ici, en tout cas pas pour du trading. L'investissement, c'est encore une fois, c'est un autre volet. D'ailleurs, dites-moi s'il y en a des amateurs de crypto-monnaies, ce que vous faites actuellement, ça m'intéresse en commentaire. Est-ce que vous achetez, est-ce que vous n'achetez pas? J'ai fait un petit sondage d'ailleurs dans le canal Telegram si ça vous intéresse. Je vous remercie pour votre visionnage, merci à tous ceux qui mettront un like, qui s'abonneront si vous découvrez la chaîne, et je vous rappelle que vous avez un lien pour suivre mon émission du lundi en description si cela vous intéresse. N'oubliez pas le rendez-vous de demain 18h pour découvrir des ETF sur la défense. En attendant, moi je vous laisse avec une autre vidéo sur le trading et l'investissement. Très bon week-end à tous et à très vite. Ciao.